Bonjour tout le monde. Donc on va continuer notre cours sur la biochimie structurelle. Alors l'autre fois, on a vu les structures et propriétés des acides aminés. Aujourd'hui, donc on va étudier la structure et propriétés des peptides. Alors voilà le plan de cette partie-là. Donc on commencera par une introduction, définition d'un peptide, liaison peptidique, différentes chaînes peptidiques. Donc on va voir comment on détermine la structure des peptides, les acides aminés N-terminaux et les acides aminés C-terminaux. Et on va voir comment on détermine les acides aminés intrapeptidiques et quelques propriétés biologiques des peptides, et on terminera cette partie par quelques techniques de séparation des peptides. Alors, concernant les peptides, ce sont des éléments de la famille des protéines, parce que les protéines sont constituées c'est normal, par des chaînes peptidiques. Alors, les peptides contiennent la composition de très nombreuses substances produites par l'organisme, soit sous forme des hormones, jusqu'à maintenant plus que 2000 hormones ont été identifiées. Ils ont une activité catalytique et ils ont un rôle très important dans la régulation des fonctions de l'organisme. Soit sous forme des enzymes, donc il intervient dans la réalisation de réactions chimiques, des molécules de transport. Alors par exemple, des enzymes, on trouve l'insuline et somatotrophine. Alors les peptides aux protéines, donc on les différencie par le nombre et la nature et l'ordre dans lequel les acides aminés qui les composent se situent dans la molécule. C'est-à-dire, si vous avez une chaîne peptidique et que le nombre d'acides aminés est inférieur à 50, dans ce cas-là, on est toujours dans le cas d'un peptide. Alors, si dans cette chaîne, le nombre d'acides aminés est supérieur à 50, c'est qu'on on est dans une molécule de protéines. Alors, les protéines sont en général de faibles dimensions. La masse molaire est à peu près de 10 000 pour les peptides, et celle des protéines peut atteindre une dizaine de millions. Alors, selon le nombre d'acides aminés dans une chaîne peptidique, on peut trouver les dipeptides, c'est-à-dire on n'a que 2 acides aminés, les tripeptides, 3 acides aminés, tétrapeptides, 4 acides aminés, et ainsi de suite. Alors, les peptides constituent un faible nombre d'acides aminés, entre 2 et quelques dizaines. Ils sont nommés des oligopeptides. Les polymères, c'est-à-dire les grandes chaînes peptidiques qui contiennent un plus grand nombre d'acides aminés, entre 10 et 100, sont nommés les polypeptides. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un peptide? Tout simplement, ce sont des composés protéiques, naturels ou synthétiques, formés par l'union d'un nombre d'acides aminés reliés entre elles par des liaisons peptidiques. Donc, on va voir par la suite que les chaînes peptidiques, les acides aminés qui le composent, sont reliés par des liaisons peptidiques. Alors, c'est-à-dire c'est l'union du groupement carboxylique de premier acide aminé et l'amine du deuxième acide aminé. Si une molécule constituée par l'association de plusieurs acides aminés, qu'on a déjà vu dans le chapitre 1, alors voilà d'une manière générale le squelette d'un peptide, une chaîne peptidique. Donc il est constitué en général par la chaîne principale. Et chaque chaîne, l'acide aminé qui se trouve à l'extrémité au début de la chaîne peptidique est appelé acide aminé N-terminal ou bien extrémité N-terminale. Alors le dernier acide aminé qui contient une fonction carboxylique libre, on appelle l'acide aminé C-terminal. Alors vous voyez les acides aminés qui se trouvent à l'intérieur, on les appelle des acides aminés intrapeptidiques, parfois on les appelle des résidus. Alors chaque acide aminé est relié par une liaison peptidique. Alors vous voyez ici, c'est la chaîne latérale. Donc on a vu l'autre fois qu'un acide aminé composé de la fonction carboxylique, de la fonction amine, et une chaîne latérale qui est variable en fonction de la nature de l'acide aminé. Alors voilà comment se fait l'union peptidique. Donc les liaisons peptidiques se forment par OH du carboxyle du premier acide aminé et le H de l'amine du deuxième acide aminé. Donc voilà en général le squelette d'un peptide. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des acides aminés N-terminés qui se trouvent à l'extrémité terminale et les acides aminés C-terminaux qui se trouvent à l'extrémité terminale, et vous trouvez des acides aminés intrapeptidiques qui se trouvent à l'intérieur. Alors maintenant la nomenclature des peptides, donc par convention, les acides aminés engagés dans une liaison peptidique sont appelés des résidus. Ça, ce qu'on appelle ça, ce sont des résidus. Alors leur nom est celui de l'acide aminé auquel s'ajoute suffixe. Si je prends par exemple un tripeptide et le composé de leucine, glycine, alanine, alors la nomenclature sera leucine avec un suffixe Y, glycine et alanine. Donc, vous voyez que chaque chaîne peptidique est composée d'un acide aminé N-terminal et un acide aminé C-terminal, bien sûr, avec des résidus intrapeptidiques. Donc, on numérote les acides aminés chronologiquement de gauche à droite, c'est la fonction amine est libre, et l'ordonnée au niveau de l'acide aminé C-terminal, on a une fonction carboxylique qui est libre. Alors maintenant, on va voir les différents types de chaînes peptidiques. Il n'y en a que 3. Donc, on trouve le peptide sous forme d'une seule chaîne, ce qu'on appelle monocaténaire,
est linéaire. Donc, vous voyez que le composé de l'acide aminé intermédiaire, le cas c'est la vanille, et l'acide terminal, c'est l'acide aspartique. Voilà les acides aminés intrapeptidiques qui sont reliés par des liaisons peptidiques. Donc, la deuxième forme, c'est que le polypeptide est formé d'une seule chaîne mononucléaire, mais cette fois-ci, il est cyclique. Donc, il y a un pont du sulfure, c'est une liaison qui relie les deux bras. Donc, c'est un pont de sulfure qui se forme entre les deux cystines, car il contient donc un groupe monture qui permet bien sûr de former cette liaison. Ça, c'est la deuxième forme de chaîne peptidique. Alors, la troisième forme, c'est qu'il est constitué par deux brins parallèles. On a deux acides aminés N-terminaux et deux acides C-terminaux. Donc, ces deux brins sont reliés par un pont du sulfure qui s'établit entre les deux cystines. Voilà, on trouve les liaisons peptidiques à ce niveau-là. Et dans le deuxième brin, on trouve le deuxième peptide. Donc, on a trois formes, linéaire, monocaténaire, cyclique et procès qui est bien sûr parallèle. Voilà les trois formes qu'on trouve au niveau de la chaîne peptidique. Alors, propriété physique des peptides. Donc, les peptides sont aussi molécules chargées avec une fonction carboxylique en C-terminal, on a des équilibres, et une fonction amine en N-terminal et un groupement radical. Alors, les peptides se comportent comme un ion dipolaire et peuvent présenter une forme végétale quand ils sont neutres. C'est comme le cas des acides aminés. Et ces peptides peuvent migrer dans un champ électrique s'ils sont chargés. Avec des acides aminés aromatiques, donc les peptides absorbent la lumière dans l'ultraviolet à 280. Alors, on a déjà vu au niveau des acides aminés dans la chaîne latérale aromatique, il absorbe à 280 nm. Ici, ces acides aminés qui composent les peptides aussi, ils peuvent absorber à 280 nm. Alors, les peptides sont solubles dans l'eau à cause de leur propriété ionique, c'est comme les cas des acides aminés, puisque les acides aminés sont solubles dans l'eau, automatiquement, les peptides qui sont composés des acides aminés sont solubles dans l'eau. Alors maintenant, on va voir comment calculer le pH électrique d'un peptide. Donc on avait dans le cas de chapitre des acides aminés qu'on peut calculer le pH électrique d'un acide aminé. Dans ce cas-là aussi, donc on peut calculer les acides aminés dans le cas des peptides. Je commencerai par le calcul du pH électrique des peptides dans la chaîne latérale et non unisable. C'est-à-dire on a un exemple ici d'un tétrapeptide, alanine, valine, leucine et gly. Alors ce sont des acides aminés dont la chaîne latérale n'est pas unisable. Donc voilà les pKa, on prend par exemple l'amine, le pKa de la fonction carboxylique de 3 et la fonction amine 9,7. La valine, le pKa de la fonction carboxylique de 3 et le pKa de la fonction amine, vous voyez qui est égal à 9,6. Le leucine aussi, 2,4 pour pKa de la fonction carboxylique et 9,6 dans le cas le pKa de la fonction amine. Et le dernier acide aminé glycine. Alors le pKa, c'est-à-dire la constante de dissociation de la fonction carboxylique est de 3. Et celle bien sûr de la fonction aminée, c'est 9,6. Alors vous voyez, au niveau de la chaîne latérale, il n'y a pas une valeur, ça veut dire que ce sont des acides aminés qui ne présentent pas une forme d'ionisation au niveau de la chaîne latérale. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il y a une fonction d'amine qui est libre de l'analine et la fonction carboxylique, bien sûr, de l'acide aminé qui est ionisable. Donc on aura besoin de pKa de la fonction amine, de l'analine, il est là, 9,7. Et on aura besoin bien sûr de la fonction carboxylique, le pKa de la fonction de l'acide aminé alors qui est là. Donc pour calculer le pH électrique, donc tout simplement on n'a que des pKa comme le cas des acides aminés. Donc on applique l'équation de Anderson, le pH électrique à 1,5 de pKa de la fonction amine plus pKa de la fonction gly divisé par 2. Donc vous voyez que la fonction amine, le pKa de la fonction amine dans le cas de l'analyse qui est égal à 9,7. Puis on ajoute celle de la fonction carboxylique gly qui est égale à 2,3 et on fait la somme, on divise par 2, on trouve qui est égal à 7. Donc on va voir en TD par plus de détails. Alors concernant le calcul des pH électriques dans le cas d'un peptide à chaîne latérale unisable, alors j'ai donné un exemple d'un tétrapeptide, donc l'analine, acide aspartique, leucine et gly. Donc en plus de la fonction carboxylique gly, la fonction amine de l'analine, on a un radical qui est ionisable au niveau de l'acide aspartique qui contient un COH. Alors dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est comme le cas des acides aminés, donc il faut écrire les équilibres ioniques. Hein. Donc ça, c'est donné des pKa pour chaque acide aminé. Vous voyez qu'au niveau de l'acide aspartique, on a un pKa de la chaîne latérale unisable. Donc on va faire l'équilibre ionique, on cherche la forme zwitterienne, et après donc on prend les pKa qui entourent la forme zwitterienne, on divise par 2, on trouve bien sûr la valeur de pH de tétrapeptide. C'est presque le même raisonnement que celui des acides aminés. Vous voyez ici, donc, je schématise un petit peu
le tétrapeptide. Donc on a la fonction amine de l'analine et on a la fonction carboxylique de la glycine et on a CO2 de la fonction de la chaîne latérale de l'acide aspartique. Donc on a 3 pK. Donc le premier pK, on commence toujours par la plus faible jusqu'à la plus élevée. Donc la plus faible, celle bien sûr de la fonction carboxylique qui est liée directement au carbone alpha. Donc le premier ionisé, ce sera le CO-. Alors vous voyez ici qu'on a un H3+. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau-là, donc le milieu est très riche en protons. Donc la fonction amine va capter un proton, il devient NH3+. Donc je commencerai par la première constante de dissociation de la fonction carboxylique, je tiens en moins ici. Puis je continue la deuxième, celle bien sûr de la fonction radicale qui est ionisable, qui est égale à 3,9. Donc c'est le deuxième qui sera ionisé. Et la dernière, c'est celle de l'amine. Donc l'amine, on arrive à un milieu qui était très riche en H. Donc qu'est-ce qu'elle fait l'amine? Elle va libérer un proton, il devient NH2. Donc la constante de dissociation de la fonction amine est égale à 9,7. Alors vous voyez qu'on a commencé par le pK le plus faible jusqu'à la plus élevée. Alors on cherche la forme zwitterienne. Donc ici il est chargé positif, plus ou moins. Donc ici il trouve la forme zwitterienne, la forme du peptide dont la charge est 9. Donc je prends le pK comme autour de la forme zwitterienne, 3,9 et 2,3, je divise par 2. Donc le pH isométrique de ce tétrapeptide est égal à 2,3 plus 3,9 divisé par 2, je trouve qu'il est égal à 3,1. Alors, ça c'est un exemple pour vous montrer la charge d'un tétrapeptide selon le pH parce que l'ionisation d'un tétrapeptide dépend du pH du milieu. Alors, quand on a aux alentours d'un pH 5, donc dans un milieu qui est très riche en protons, qu'est-ce qui se passe? Le tétrapeptide est chargé positivement ici, vous voyez. La fonction amine va capter un proton, il devient positif. Alors, quand on passe à un pH intermédiaire entre 6, 3 et 7, qu'est-ce qui se passe? On a autant de charges positives que de négatives. Vous voyez, ça, la fonction amine est toujours positive. Et il y a une fonction carboxylique qui sera ionisée. Donc, on a autant de charges positives que de négatives. On a plus ici et moins ici. Donc, ça, c'est une forme neutre qui correspond à la molécule zwitterienne. Alors, au fur et à mesure qu'on augmente dans le pH, quand on arrive à un pH qui est égal à 7, qu'est-ce qui se passe? Le milieu devient très basique, riche en H. Donc, la fonction amine va libérer un H, devient un H2. Et ce carboxyle reste mort. Dans le cas, on est dans le cas d'un tétrapeptide chargé. Ça vous montre que c'est le même cas des acides aminés. Un peptide, quand on est dans un milieu acide, il sera chargé positivement. Dans un milieu, un pH entre 6 et 7, donc la molécule du peptide sera neutre. Et dans le cas, dans un milieu basique, le peptide sera chargé négativement. Alors maintenant, on va parler de la liaison peptidique. Donc, on a dit que la liaison peptidique, c'est une liaison qui relie les deux acides aminés. Donc, on va définir qu'est-ce que c'est que la liaison peptidique, caractéristiques, stabilité et hydrolyse de cette liaison peptidique. Alors, concernant la définition, donc voilà, j'ai présenté un dipeptide, toujours un groupement carboxylique du premier acide aminé, la fonction amine du deuxième acide aminé. Donc, cette liaison peptidique se forme entre le carboxyle, entre OH du carboxyle du premier acide aminé et le H de l'amine du deuxième acide aminé. Donc voilà cette liaison qui se forme ici, donc bien sûr avec un dégagement de la molécule de CO2. Donc elle est indispensable dans la formation des peptides, des polyglucides et des protéines. Donc cette liaison peptidique est responsable de la stabilité des peptides ou bien des polyglucides ou bien des protéines. Donc toujours dans le cas des peptides, formation de liaison peptidique, donc ça c'est l'acide aminé interminable, ça c'est terminal. Ça, c'est la chaîne latérale qui varie en fonction de l'acide aminé. Donc, la liaison peptidique, c'est une liaison qui se forme et qui relie les deux acides aminés par l'intervention, bien sûr, de OH du premier carboxyle du acide aminé et le H du deuxième, l'amine du deuxième acide aminé. Alors, caractéristique de cette liaison, c'est que les groupements que vous voyez ici, la liaison peptidique est là. Donc, CO et NH sont parallèles et se trouvent dans le même plan. Alors, la formation de cette liaison peptidique nécessite une énergie de à peu près 100 kJ par moins 1. Donc, vous voyez que ces trois carbones, le C, le O, et le N et le H, et le C alpha, vous voyez ici, ils se trouvent dans le même plan, ce qui permet à ce peptide, cette liaison peptidique de se trouver dans un plan. Alors, mésomérie, c'est une caractéristique des peptides, donc de cette liaison peptidique, du fait de la délicalisation des protons. Donc, il y a ce proton, il peut migrer dans l'autre liaison, on devient une alternance de plus ou moins. Vous voyez ici,
liaison simple, liaison double, liaison simple, liaison simple. Le cas par exemple liaison peptidique, donc il y a un déplacement des protons en formation d'une double liaison partielle. Alors ces deux formes limites expliquent la pluralité de la liaison peptidique. Alors voilà, encore la conformation spatiale des protéines sera donc déterminée lorsque les angles de rotation que vous voyez ici sont définis. Vous voyez la liaison peptidique et l'autre qui se trouve dans le même plan. Donc, si les angles que vous voyez qui forment la liaison entre C-alpha et l'azote ou bien de C et C-alpha, s'ils sont égaux, dans le cas où on parle des structures peptidiques organisées, structurées, c'est dans le cas qui sont différentes, on parle de structures désordonnées. Donc, la conformation spatiale de la protéine dépend toujours de la planarité, la rigidité et de la liaison peptidique. Alors, configuration, donc on a déjà vu au niveau des acides aminés, donc les peptides peuvent ou bien se trouver soit sous forme configuration trans, soit configuration 6. Là, si on a les carbones alpha qui sont anti-parallèles, donc on est dans le cas de la configuration trans, si les deux carbones alpha se trouvent du même côté, on peut parler de la configuration 6. Donc, même les polypeptides, les peptides, possèdent une configuration trans ou bien une configuration 6. Mais les peptides se présentent de forme, vous voyez ici c'est trans, mais la plus favorable c'est bien sûr la configuration N. Alors la stabilité de l'isopeptidique, donc la formation de l'isopeptidique n'est pas favorisable décomposément, donc il a besoin d'une énergie de plus que 10 kJ par mol. Donc quand il y a absence de catalyseur, la liaison peptidique est stable, mais s'il y a la présence d'un catalyseur, par exemple le milieu acide ou bien des enzymes, donc cette liaison peptidique sera facilement hydrolysable. Alors, l'hydrolyse de la liaison peptidique, on a deux voies d'hydrolyse, soit on utilise la voie chimique ou bien la voie enzymatique. Si on prend cette liaison, on le met présent d'un acide fort, toujours à 110 degrés pendant 20 heures. Qu'est-ce qu'il fait cet acide fort? Donc, il va casser les liaisons peptidiques et il y a libération des acides aminés. Si on utilise un deuxième composé, le broméure de cyanogène, c'est un composé qui permet bien sûr de casser les liaisons peptidiques et libération des acides aminés. Donc, ces deux produits chimiques interviennent dans l'hydrolyse de la liaison peptidique. Alors, il y a d'autres voies, c'est la voie de l'utilisation des enzymes, comme quoi les protéases ou les protéases sont des enzymes qui permettent de hydrolyser la liaison peptidique. Un exemple comme la trypsine et l'actinotripsine. Donc, deux voies, soit la voie chimique, soit la voie enzymatique. Alors, cette fois-ci, comment on détermine la structure d'un peptide? Tout simplement, il faut connaître la composition de la chaîne peptidique, deux voies pour connaître cette composé, soit la voie chimique, soit enzymatique, et la détermination de la structure, c'est-à-dire comment on détermine l'acide aminé terminal, comment on détermine l'acide aminé C-terminal, comment on détermine l'acide aminé intrapeptidique. Donc on va voir tout de suite comment déterminer la composition. Donc pour déterminer la structure des peptides, il suffit de connaître la nature et la masse de chacun des acides aminés, c'est-à-dire la composition de la chaîne peptidique, et bien sûr il faut connaître l'ordre, c'est-à-dire la séquence dans laquelle ces acides aminés sont reliés. Donc on va voir rapidement en détail ces deux caractéristiques. Alors le peptide que vous voyez, donc on a dit que il doit être réduit ou oxydé, donc pour éliminer les liaisons des sulfures, ce sont des liaisons qui relient les brins des polypeptides. Donc après, une fois on a hydrolysé ou oxydé ces liaisons des sulfures, il y a libération des peptides. Donc ces peptides, on peut les séparer par différentes techniques chromatographiques. Donc, soit sur une chromatographie sur papier, donc on sépare ces peptides selon la solubilité des molécules à séparer, soit par chromatographie d'exclusion, on sépare selon la taille des molécules de façon continue, soit chromatographie sur résine échangeur d'ions, anion ou bien cation, séparé en fonction de la charge de ce peptide. Et la dernière technique, c'est électrophorèse, on peut séparer les peptides, donc en se basant sur la charge de ces molécules des peptides. Alors, maintenant, comment connaître la composition d'une chaîne peptidique? Donc, deux voies, soit on applique une hydrolyse chimique, 2 un acide HCl. Donc, après, il y aura cassure des liaisons peptidiques et libération des acides aminés. Et après, ces acides aminés sont séparés par chromatographe liquide ou bien sur une colonne de résine échangeur d'anion ou de cation par détection à l'aninerie. Soit, c'est la combinaison de cette hydrolyse chimique, ce que parfois, quand on utilise l'acide chlorhydrique, HCl, donc elle peut donner un hydrolyseur quand on est des acides aminés avec des risques suivants. Soit ce que le tryptophane est entièrement détruit,
car l'acide chlorhydrique il a la capacité de détruire le tryptophane. C'est qu'au bien les acides aminés, l'asparagine et l'acide glutamine sont hydrolysés en un acide correspondant à l'acide aspartique glu. Soit certains acides comme la tyrosine, sérine, tryptophane peuvent être partiellement détruits par l'utilisation de l'acide. Soit l'acide concentré, quand on l'utilise quand il est en contact avec un peptide, à une température de 120 degrés, donc il permet de la destruction de tous les acides aminés, à l'exception de la tryptophane. Ça, c'est les inconvénients de l'utilisation un milieu acide. Alors, la deuxième voie pour déterminer la composition d'un peptide, c'est la voie d'hydrolyse. Alors, l'hydrolyse enzymatique des peptides par l'ensemble des enzymes qu'on appelle les protéases. Ce sont des enzymes qui permettent la destruction des enzymes peptidiques et permettent la libération des acides aminés. Alors maintenant, donc, on va voir comment déterminer la séquence d'un acide aminé. Donc tout d'abord, on commence comment déterminer les acides aminés qui se trouvent à l'extrémité N-terminale. Alors il y a deux voies pour identifier l'acide aminé qui se trouve à l'extrémité N-terminale, soit une voie chimique, soit une voie enzymatique. Alors la voie chimique, on a trois réactifs, le réactif de Singer, le réactif d'Hillman et la densitylation. Ces trois produits chimiques permettent l'identification de l'acide aminé N-terminal. Soit on utilise une hydrolyse enzymatique des aminopeptidases qui permettent bien sûr de déterminer et d'identifier l'acide aminé N-terminal. Donc je commencerai par la voie chimique, donc le réactif de Singer. Voilà, j'ai pris un exemple d'un dipeptide qu'on met en présence d'un fluoro de diamidinitrophénol. Alors qu'est-ce qui se passe, c'est que ce réactif va s'additionner au niveau de l'extrémité N-terminale de l'acide amine terminal, donc une liaison avec la fonction amine. Donc formation d'un dérivé jaune, ce qu'on appelle le 2,4-dinitrophényle des peptides, qui est relié directement au réactif. Après, quand on fait une hydrolyse acide, qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle fait la coupure de la liaison peptidique par l'essai, donc libération d'acide aminé, et l'autre acide aminé reste en contact avec le réactif. Donc vous voyez ici, j'ai donné un exemple d'un dipeptide. Vous pouvez trouver une chaîne, par exemple une chaîne où il y a plusieurs acides aminés. Moi j'ai donné un dipeptide seulement pour expliquer que le réactif est capable de s'additionner au premier acide aminé qui se trouve N-terminal et la formation d'un composé qu'on appelle le D4-dinitrophénol amine acide. Donc la dégradation de Singer permet d'identifier ou de donner le nom de l'acide aminé qui se trouve N-terminal. Alors le deuxième réactif c'est l'Hillman. Voilà, l'Hillman c'est les isocyanates de phényl quand on le met en présence d'un peptide ou bien des peptides. Alors qu'est-ce qui se passe? On a la formation d'un phénylthiocarbamate. Donc ce réactif va s'accrocher du côté amine de l'acide aminé qui se trouve N-terminal. Après hydrolyse, donc il y a une cassure de cette liaison peptidique et bien sûr formation d'un composé qu'on appelle les phénylthionates et dont on plus l'acide aminé. Donc ici j'ai donné un exemple des peptides, mais vous pouvez trouver, comme j'ai dit, une chaîne de peptides. Donc le deuxième réactif d'Hillman permet d'identifier l'acide aminé N-terminal. Alors, le troisième réactif, c'est le chlorure de doncyle. Vous voyez ça, c'est l'acide aminé N-terminal, l'acide aminé C-terminal. Alors, s'il vous plaît, il faut rectifier au niveau du cours en PDF que j'ai posté au niveau de la plateforme. Et il faut rectifier, c'est N-terminal, c'est pas C-terminal. Hein, N-terminal. Donc, ça, c'est le chlorure de doncyle, le réactif qu'on va mettre en présence d'un tripeptide. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que cette fonction amine va se lier à ce niveau-là, au niveau de l'atome de chlorure. Donc, libération d'HCl et formation d'un composé en doncyle tripeptide. Voilà, le doncyle, elle est très présente. Alors, si on prend ce composé en milieu, dans un milieu riche en acide, c'est un milieu hydrolyse, ce qui se passe, il y a cassure de cette liaison peptidique et libération d'un dipeptide et formation d'un doncyle aminoacide. Donc, ce réactif permet d'identifier l'acide aminé N-terminal. Alors, cette fois-ci, les hydrolyses enzymatiques, les aminopeptidases, ce sont des enzymes qui permettent bien sûr d'identifier l'acide aminé qui se trouve à l'extrémité N-terminal. Alors, les amines qui attaquent le peptide au niveau du côté N-terminal, nous avons l'enzyme N, c'est-à-dire N-terminal. Là, je prends par exemple le proline aminopeptidase. Ce sont des aminopeptidases. N coupe le proline du côté N-terminal. Si on a le proline à l'extrémité, qu'est-ce qu'elle fait? L'enzyme il coupe à ce niveau et permet la libération de la proline. Le signe aminopeptidase N coupe tous les acides aminés du côté N-terminal sauf la proline. Donc c'est-à-dire quand on a la proline ici, le signe aminopeptidase ne peut pas couper.
Donc, si on n'a pas la proline en N-terminal, la leucine peut couper tous les acides aminés du côté N-terminal. Les aminopeptidases, d'une manière générale, coupent tous les acides aminés de la série L du côté N-terminal. Alors maintenant, une fois on a déterminé l'acide aminé N-terminal, on va voir quelles sont les voies pour déterminer l'acide aminé C-terminal. Donc deux voies aussi, une voie chimique dans laquelle on utilise le bromure de lithium, ou bien l'hydrazine, ou bien une voie enzymatique qui permet bien sûr de faire casser, de déterminer l'acide aminé qui se trouve à l'extrémité C-terminal. Alors maintenant, les deux produits chimiques qui permettent d'identifier l'acide aminé C-terminal, on a le bromure de lithium, qui permettent bien sûr d'identifier l'acide aminé C-terminal. Donc, il va couper au niveau de l'acide aminé C-terminal. Il va nous donner le nom de l'acide aminé qui se trouve à l'extrémité C-terminal. Soit on utilise l'hydrazine. L'hydrazine coupe tous les liaisons peptidiques en le transformant en hydrazine, à l'exception de l'acide aminé qui reste sous forme de libre. C'est l'acide aminé qui se trouve à l'extrémité C-terminal. Donc, ces deux voies chimiques permettent d'identifier l'acide aminé qui se trouve au niveau de l'extrémité C-terminal. Alors, les voies enzymatiques, c'est ce qu'on appelle les carboxypeptidases. Alors, ces enzymes coupent au niveau de l'extrémité C-terminal. Alors, on les appelle des enzymes C, c'est-à-dire C-terminal. Alors, parmi ces carboxylases, on trouve deux qui sont plus importantes, A et B. Alors, les réactions de ces carboxylases avec les liaisons peptidiques de C-terminal dépendent de plusieurs facteurs stériques et locaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que ces enzymes puissent bien sûr libérer l'acide aminé C-terminal, il faut que l'acide aminé qui se trouve C-terminal doit être libre. Donc, il faut que la fonction carboxylique de cet acide aminé soit libre. Deuxième, l'acide aminé doit être dans la série L pour que cette enzyme cette coupure puisse avoir lieu. Alors, quelques remarques. La nature des résidus des deux acides aminés participant à la formation des liaisons peptidiques C-terminal influence l'action de ces carboxylases. Alors, dans certaines conditions, l'action de ces carboxylases A est bloquée. Parfois par la présence de l'arginine, lysine ou proline. Ces trois acides sont placés en avant-dernier du polypeptide. Ces carboxylases sont bloqués. D'accord? Un effet identique quand on a par exemple les résidus aromatiques, quand ils se trouvent à l'extrémité. Donc, l'action des carboxylases ne peut pas avoir lieu. Alors, pour les catégories des B, donc, il agit spécifiquement au niveau des lysine, arginine ou orthionine, comme acide aminé C-terminal. Donc, si on a au niveau C-terminal un lysine ou bien arginine ou bien orthipine, la carboxylase peut bien sûr libérer ces acides aminés qui se trouvent en C-terminal. Alors maintenant, une fois on a terminé les acides aminés N-terminaux et les acides aminés C-terminaux, maintenant, comment on détermine les acides aminés qui se trouvent à l'intérieur, c'est-à-dire intrapeptidiques, à l'intérieur de la chaîne peptidique. Alors deux voies, donc la voie chimique aussi, la voie enzymatique. Donc pour déterminer les acides aminés intrapeptidiques, on a deux composés chimiques, bromure de cyanogène, le 2-nitro 5-thiobenzoate et l'acide performique. Alors pour la voie enzymatique, on a quatre, la trypsine, la chymotrypsine, la thermolysine et la lysine. Donc je commencerai par la voie chimique. Donc le bromure de cyanogène, quand on le met en présence d'une chaîne peptidique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle coupe au niveau de la méthionine. Là on trouve la méthionine, il coupe. Alors pour le 2-nitrocyanobenzouate, c'est-à-dire qu'il relise la liaison peptidique du côté de la fonction cystine. Il coupe toujours au niveau de la cystine. Donc l'acide porphyrique, c'est le bêta-mercaptoéthanol ou bien le déthiotrional, sont des produits qui hydrolysent des ponts de sulfure. Donc vous voyez que ce sont des hydrolyses spécifiques au niveau des acides aminés bien spécifiques. Alors, je vous explique pour le pont de sulfure par le bêta-mercaptanol. Donc, si on a une cystine, donc il y a un pont de sulfure qui relie les deux cystines, qu'est-ce qui se passe quand on le met en présence d'un bêta-mercaptanol? Qu'est-ce qu'il fait? Il coupe cette liaison, on a la libération de deux cystines. Donc, formation de cystine après hydrolyse du pont de sulfure par le produit mercaptoéthanol. Alors, si on a deux brins de peptides qui sont reliés par des ponts de sulfure, on peut bien sûr les séparer par l'utilisation de bêta-mercaptoéthanol. Alors maintenant, c'est la voie enzymatique. Vous voyez que la trypsine, c'est une enzyme qui coupe au niveau de la lysine et l'arginine.
Donc, toujours, il coupe au niveau de l'argine, sauf si la proline à droite. Si, par exemple, on a une lysine et la proline reliée par une isopycidéque à la proline, donc cette trypsine ne peut pas couper cette liaison. Donc, la chymotrypsine, donc, il coupe au niveau de phénylalanine, tryptophane, la tyrosine, ce sont des acides aminés aromatiques, sauf ces prolines à droite. Si, par exemple, on a le phénylalanine est lié à la proline par une liaison peptidique, donc la chymotrypsine ne peut pas couper cette liaison. Alors, thermolysine, donc, il coupe au niveau de leucine, isoleucine, alanine, tryptophane, phényl et valine, sauf cette fois-ci le proline à gauche. C'est-à-dire, si on a une proline qui est reliée, par exemple, à leucine, donc cette enzyme ne peut pas couper. D'accord. Alors, la dernière, c'est la pepsine, c'est une zone qui coupe au niveau de le phénylalanine, tryptophane, la tyrosine, sauf ces prolines à gauche. C'est-à-dire, si on a, par exemple, dans une chaîne, le phénylalanine et avant, vous trouvez une protéine, qui se trouve à gauche, bien sûr, de phényl, cette pepsine ne peut pas couper. Donc, vous voyez que c'est l'hydrolysine enzymatique, donc il y a une spécificité qu'il faut respecter. Alors, des remarques, alors la présence de plusieurs groupements N et C indiquera que le peptide est formé de plusieurs chaînes liées par des ponts de sucre. C'est-à-dire si dans l'exercice on vous donne plusieurs 2 ou 3 acides aminés N-terminaux, ça veut dire que la chaîne polypeptidée est constituée par 2 ou 3 brins. Donc l'absence d'acides aminés terminaux indiquera que ceux-ci ont été médophiles, sont sûrement cycliques ou semi-cycliques. C'est-à-dire quand on a un acide aminé à l'extrémité terminale cyclique, donc on ne peut pas identifier l'acide aminé terminal. Alors la présence du pont du sulfure indiquera ou bien posera des problèmes quant à la composition de l'acide aminé. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau-là, il faut connaître un petit peu combien de brins et combien de cystines pour qu'on puisse avoir une idée sur le nombre de ponts du sulfure au niveau des brins des peptides. Alors maintenant, je vais essayer de citer quelques rôles biologiques de certains peptides. Alors on commence par le premier rôle physico-chimique, c'est le cas de glutation. Vous voyez que le glutation, il a une caractéristique, c'est qu'il est constitué par 3 acides aminés, l'acide glutamique, la cystine et la glycine. Et on sait que la liaison peptidique se forme entre le carboxyle qui est relié directement au carbone alpha. Alors dans ce cas-là, c'est le contraire. La liaison peptidique se forme entre le carboxylé de la chaîne latérale. Hein. Dans ce cas-là, le nom de ce tétrapeptide, donc toujours le gamma L glutamyl avec il, L-cystine et la glycine. Donc le glutathion, la caractéristique, c'est que la liaison peptidique se forme entre le carboxyle de la chaîne latérale et l'amine du deuxième acide amine. Alors, ce glutathion joue un rôle très important dans le mécanisme de défense des cellules contre l'antioxydante, puisqu'il joue un rôle très important dans la réaction redox par la présence de ce pont de sulfure et capable de donner ou d'accepter les électrons. Alors, le rôle hormonal, donc les hormones peptidiques, donc on a les hormones hypophysaires, les hormones hypothalamiques. Alors, pour les hormones hypophysaires, je vous donne un exemple d'un peptide, la vasopressine, que vous connaissez. Donc, il est constitué par 9 acides aminés avec un pont de sulfure entre les deux cystines, qui a une action biologique antidiurétique au niveau d'Iran. Alors, le deuxième exemple des hormones hypophysaires, c'est l'ocytocine. L'ocytocine est composée aussi par 9 acides aminés avec un pont de sulfure au niveau des deux cystines qui a un rôle dans la contraction du musculus du gland mammaire. Alors, les hormones hypothalamiques, la somatostatine, c'est le deuxième hormone. Elle est composée de 2 chaînes, une chaîne de 14 acides aminés et l'autre de 28 acides aminés. Il a une action inhibitrice sur plusieurs hormones, dont l'insuline et le glutathion, vous le connaissez ça. Donc il y a 2 catégories des hormones hypophysaires et hypothalamiques. Alors il y a le TRH aussi qu'on appelle la prothyrénine. Elle est constituée par 3 acides aminés, un tripeptide, vous voyez ici, pyroline et sténine et le proline. C'est une hormone hypothalamique thyrotropine, d'accord? Donc elle est constituée par 3 acides aminés. Alors, on trouve des hormones pancréatiques, que vous connaissez, l'insuline, qui a un rôle hypoglycémiante. Donc, il est constitué par 2 chaînes, une chaîne A de 21 acides aminés et une chaîne B de 30 acides aminés, en total 51 acides aminés, qui a un rôle hypoglycémique, pour diminuer le sucre de l'os. Alors, le glucagon, donc aussi, donc il est constitué par 29 acides aminés, c'est une hormone hyperglycémiante qui permet d'augmenter la glycémie dans le sang. Alors, par exemple, les peptides neurotransmetteurs, on trouve le képhaline, que vous connaissez, constitué par 5 acides aminés. Il a une activité analgésique. Et là, derrière, on peut trouver des peptides de micro-organismes comme la pénicilline. Hein.
c'est un tripeptide que vous voyez ici, il est produit par un champignon. Donc, vous voyez qu'on a l'acide phénylatique, on a la cystine et la valine. Donc ça, quelques exemples des activités ou des rôles biologiques de certains peptides. Alors, je arrive à quelques techniques de séparation des peptides. Donc, il y a beaucoup de techniques qui permettent de séparer les peptides, comme le cas des acides aminés. Alors, j'ai cité quelques techniques qui se basent ou qui dépendent de la solubilité, la taille et la charge des polipeptides. Donc, il y a la première technique de filtration sur gel qui se base sur la taille des peptides, l'ultracentrifugation sur la densité de ces chaînes polipeptidiques. Il y a la précipitation au sulfate d'amidon, elle dépend de la solubilité de cette chaîne polipeptidique. Les chromatographies d'affinité, donc elle se base sur l'affinité de cette chaîne peptidique. Et la chromatographie échangeur d'anions de cations qui dépend de la charge des peptides. Et la dernière technique d'électrophorèse aussi, elle se base ou elle dépend de la charge des peptides. Donc ça, c'est les techniques qui permettent de séparer les chaînes peptidiques. Donc je vais m'arrêter ici, donc on se voit la prochaine fois, Inch'Allah, pour le troisième et le dernier chapitre sur la structure et propriétés des protéines. Au revoir.